Bonjour et bienvenue sur ce webinaire pour parler des métiers autour de la cybersécurité, voir également les opportunités pour les profils qui ne seraient pas forcément issus de la tech. La cybersécurité, c'est un secteur qui est forcément aujourd'hui au cœur de tous les besoins, de toutes les problématiques. Notre société est de plus en plus interconnectée. Les besoins vont être croissants au fur et à mesure et ça va amener des nouveaux besoins, des nouveaux métiers. Et c'est des métiers qui ne vont pas être ouverts qu'aux profils vraiment issus de l'IT ou issus de formations d'ingénieurs. Il va y avoir vraiment des besoins très très larges. Moi, il m'arrive régulièrement en tant que recruteur de contacter des candidats ou des profils qui vont pas être issus du monde de la tech. Ça peut être des profils juridiques, des profils d'école de commerce. Et souvent, je pense en leur disant qu'on ne cherche pas que des Mister Robots qui vont manger de la ligne de code toute la journée. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités de travail autour des enjeux de la cybersec. Moi-même, je ne viens pas d'un parcours tech et il y a un an, j'avais pas fait de cybersécurité. Donc voilà, pendant ce petit webinaire, on va essayer de vous présenter les différentes opportunités qu'il peut y avoir dans ce secteur et on va se baser aussi sur des éléments pour voir les prédictions et anticiper les postes qu'il pourrait y avoir demain autour de la cybersécurité. Donc, on va passer à la première diapo. Merci Maëlys. Donc, l'état du marché de l'emploi dans la cybersécurité. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est un marché qui est extrêmement porteur pour les candidats. Il y a une réelle pénurie de talent. Et les formations universitaires traditionnelles sont d'extrêmement bonne qualité en France, mais néanmoins, il n'y en a pas suffisamment. Il y a environ le seuil des formations, on peut dire que ça doit recouvrir aujourd'hui un tiers des besoins. Donc, il y a vraiment un manque de talent, un besoin d'aller chercher des profils, de les faire monter en compétences, que ce soit par de la reconversion ou d'autres schémas d'accompagnement. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu et qui ont compris ce challenge et qui commencent à former. Donc, ils vont recruter des profils issus de différents secteurs dont on va parler un peu plus tard et ils vont les faire monter en compétences sur les enjeux de cybersécurité. C'est un secteur aujourd'hui où il y a énormément d'opportunités. Bien entendu, il y en aura de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas exactement la tournure que vont prendre l'intégralité des postes, parce que ça va être en lien avec l'évolution des technologies, des moyens de communication. Donc, il faut aussi se projeter, être proactif, avoir la capacité de s'adapter. On a une question de la part de Olivier. De quel partenaire parlez-vous qui recrute? Alors, qui va recruter en cybersécurité? Il y a différentes sociétés. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui va toucher toutes les sociétés. Donc, ça peut être des grands groupes, des grands industriels, des groupes internationaux. Euh, mais les PME ont besoin aussi de ce type de ressources en cybersécurité. Donc, les besoins et les enjeux, ils vont être, les recruteurs et les employeurs vont être très variés. Ça ne sera même pas que des entreprises ou des industries de la cyber ou de l'IT, mais ça peut être vraiment tous les acteurs, notamment dans la supply chain, qu'on va pouvoir voir un petit peu plus tard. Donc, aujourd'hui, c'est un secteur qui est porteur, qui attire beaucoup de candidats. Il faut quand même faire attention à la manière dont on va l'aborder. On a beaucoup de candidats qui veulent se reconvertir dans ce secteur. On a des freelances aussi qui travaillent dans ce domaine. Et on peut constater que des fois, sur un freelance, il pourra avoir deux TJM différents. Il va mettre un TJM en place pour de l'IT, et un TJM plus élevé pour la cyber, parce qu'il estimera que la cyber paye plus. Il y a aussi des candidats qui vont aller se former sur la cyber, qui auront déjà pris un petit peu de savoir, et qui vont aller chercher une nouvelle société pour se spécialiser dans ce domaine et qui vont demander un gap salarial très important de l'ordre de 15-20 k. J'ai aussi eu le cas d'un freelance jeune diplômé, quelqu'un de très très talentueux, qui avait 23 ans, qui faisait du pen test et qui m'expliquait que en dessous de 1000 euros de TGM pour du pen test, c'était indécent. Donc voilà, il y a beaucoup de spéculation. Je pense qu'il faut faire très attention par rapport à ça. Il faut quand même garder les pieds sur terre. Faut pas tuer la poule aux œufs d'or et il faut pas créer un effet de bulle.
comme ça peut arriver dans beaucoup de secteurs, parce qu'au bout d'un moment, il y aura un plafond de verre et les budgets ne seront pas à l'infini. Donc, il y a des opportunités, il y a du travail sur le long terme, il y a vraiment la possibilité de très, très bien gagner sa vie, mais tout en restant voilà, raisonnable et en se projetant sur une carrière vraiment à long terme. Alors maintenant, on va regarder un petit peu, alors on va passer assez rapidement sur les opportunités pour les... On a juste une question, pardon, je pense pour la partie d'avant. Sur Internet, on trouve des formations ou bootcamp sur la cybersécurité, mais surtout aux USA. Y a-t-il des formations en France avec un travail après la formation? Alors, il y a des formations en France, il y a des formations diplômantes, il y a différents types de formations, il y a aussi plein d'outils pour s'auto-former, s'accompagner sur tout ça. C'est un point sur lequel on va peut-être revenir un peu plus tard. Peut-être qu'on va garder les questions pour la fin et faire le point sur l'ensemble des questions. Donc, les opportunités pour les ingénieurs. Aujourd'hui, les profils IT peuvent avoir de belles passerelles pour rejoindre des postes en chefferie de projet cyber. C'est des profils qui ont des bonnes connaissances sur l'IT et les employeurs misent réellement dessus, sur de la montée en compétences en cybersec. Et comme j'ai pu le dire précédemment, pareil, ils peuvent faire des formations en interne autour de l'ensemble de ces sujets. Beaucoup d'opportunités aussi pour les qualiticiens. Il va y avoir beaucoup de travail sur les normes, borner les choses, encadrer un petit peu le travail des différents acteurs. Donc, beaucoup de travail et d'opportunités de reconversion pour les qualiticiens. Et énormément d'opportunités en architecture, que ce soit de l'architecture réseau, de l'architecture sécurité. Tous les profils qui ont des connaissances sur les systèmes d'information ont réellement déjà un pied sur les questions de cybersécurité. Voilà pour les profils ingénieurs. J'en ai forcément oublié des profils techniques et des opportunités en profil technique, mais l'idée, c'est vraiment de montrer pendant ce webinaire aussi comment on peut approcher des profils plus généralistes. Euh, et notamment, la cybersécurité aujourd'hui, elle peut attirer des profils qui vont venir d'écoles de commerce, qui pourront faire de l'audit, du risk management, du conseil, de faire monter les gens sur les sujets en compétence sur les sujets de cybersécurité, que ce soit les utilisateurs finaux, les clients. Il y a beaucoup de travail autour de ça pour vraiment gagner en maturité en cybersec. Il y a énormément d'opportunités aussi pour les profils juridiques. Il y a des possibilités de se spécialiser sur les enjeux de la cybersécurité pour tous les profils voilà, issus du droit, que ce soit pour du RGPD, sur de l'évaluation, de l'évolution aussi des législations. Et ensuite, beaucoup d'opportunités dans des mondes de la gouvernance, de la classification, de la certification, ça sont vraiment des postes ouverts à des profils issus de toutes les filières. Pour rebondir un peu sur la question précédente, aujourd'hui, effectivement, il y a des formations en université, en école de commerce, en école d'ingé, il y a beaucoup de programmes, mais il y a aussi la possibilité de se former par soi-même. Ça fait pas tout, mais ça permet de montrer au moins aux employeurs qu'il y a une démarche proactive, qu'il y a déjà des recherches qui ont été faites et que la montée en compétences sera assez rapide. Encore une fois, on est dans un secteur d'innovation, dans un secteur du futur. Donc, c'est très dur d'anticiper les formations des métiers de demain ou même d'après-demain. Donc, il faut aussi, de la part des candidats, être capable de se renseigner, de rechercher des informations et d'évoluer un peu comme un autodidacte qui va être curieux, qui va s'intéresser sur les différentes opportunités, établir un plan stratégique et avancer sur ce cheminement. Pour ça, vous avez le site de l'ANSSI, qui est une ressource super, qui vous donne plein d'accès à de l'information, du savoir, du contenu. Il y a notamment le MOOC de l'ANSSI sur la cybersécurité, le MOOC RGPD, qui sont hyper interactifs, hyper bien faits. Ça prend une trentaine d'heures. Vous pouvez faire ça sur votre téléphone. Il y a des vidéos, des QCM. C'est vraiment quelque chose de très ludique, de très, très intéressant. Ça ne fera pas tout, encore une fois, mais ça permet vraiment de se sensibiliser aux enjeux et d'avoir une vision globale du sujet de la cybersec.
Après, vous pouvez pousser un petit peu plus sur des formations EBIOS, sur du risk management, anticiper les risques, les prévoir, voir comment il faut s'en prémunir. Et il va y avoir de plus en plus de normatifs, comme on l'a dit précédemment. Et les normes ISO qui sont demandées, ça va être la 27001, 27002 et 27005. C'est pareil, vous pouvez trouver des informations en ligne. Vous pourrez peut-être pas faire la formation ISO complète gratuitement en ligne, mais vous pouvez au moins montrer aux employeurs que vous savez de quoi vous parlez, que vous montrez en compétences rapidement. Ensuite, pour les profils plus tech, comme on a pu le voir, il peut y avoir effectivement énormément de bootcamp. Il y a des solutions comme Try to Hack Me, il y a des hackathons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui vraiment un réseau et un noyau qui est en train de se solidifier autour de ça. Et vous pouvez avoir des ressources autant sur Internet que près de chez vous. Il y a des associations, des regroupements d'employeurs, de cybersécurité qui se créent tous les jours dans les grandes villes. Il y a voilà, beaucoup de points relais qui peuvent être exploités, utilisés pour se faire un réseau, rencontrer des gens qui sont déjà dans la cybersécurité, savoir, vous, comme on va le voir, il y a plein de domaines en cybersec, savoir vers quoi vous pouvez vous orienter et sur quel type de ressources vous appuyer pour y aller. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les besoins aujourd'hui, si on se penche un petit peu sur l'avenir de la cybersécurité, les besoins vont être croissants, exponentiels. Hop, tu peux avancer. Les besoins vont être croissants, exponentiels, et on va avoir de plus en plus de problématiques et de nouveaux enjeux liés à la cybersécurité. Là, ce qu'on va vous proposer, c'est de regarder un rapport qui a été fait par l'ENISA, qui est l'Agence européenne de cybersécurité, qui est sorti au mois de mars et qui porte sur les menaces émergentes en cybersécurité à l'horizon 2023. Donc, on va essayer de se pencher sur ça afin de pouvoir analyser quelles sont les 10 menaces principales et de pouvoir ensuite voir quelles opportunités professionnelles il pourrait y avoir derrière. Si on peut passer à la diapo suivante. Encore. Merci. Donc voilà, la liste des 10 menaces principales à l'horizon 2030 qui ont été donc relevées par l'ENISA. Premièrement, les risques de compromission des supply chains à cause de la dépendance au logiciel. La supply chain, c'est vraiment le secteur qui va être sensibilisé à tous les enjeux de cybersécurité. Aujourd'hui, et ça va notamment passer par les IoT, les objets connectés et le fait que ce soit dans l'approvisionnement ou dans la production, il y a différents acteurs, différentes entreprises qui vont communiquer, qui vont pas forcément toutes utiliser les mêmes outils. Donc, il va falloir pouvoir normaliser tout ça et encadrer cet usage. Aujourd'hui, il y a un besoin croissant en IoT, en objets connectés. Ça implique des cycles de production de plus en plus rapides avec des besoins de programmation urgents. Et pour ça, on ne pourra pas toujours tout programmer. Donc, il faudra aller sur des bibliothèques d'open source pour récupérer des logiciels. Et il y a des risques que ces open source soient contaminés. Il peut y avoir aussi sur des composants électroniques, sur du hardware, des éléments qui vont être compromis par malveillance auprès des fournisseurs. Parfois, il y a des personnes qui rejoignent des sociétés juste pour mettre des composants vérolés. Donc voilà, il va y avoir beaucoup d'enjeux par rapport à tout ça. En gros, l'IoT, c'est clairement un gruyère avec plein de trous, plein de points d'accès, et ça a vraiment impacté la communication globale. Sur ça, il va y avoir beaucoup d'opportunités professionnelles, notamment sur les certifications. L'ENISA, encore une fois, va lancer une certification européenne autour de l'harmonisation de la politique cybersécurité. Donc, ces certifications, il faudra les contrôler. C'est vraiment des opportunités pour les qualiticiens. Il faudra aussi faire de la classification, que ce soit des composants, des logiciels. Ça sera très important d'avoir des listes et de savoir tout ce qui est dans un système embarqué, d'en connaître la traçabilité, l'origine pour pouvoir les suivre. Là, c'est des opportunités pour tous les métiers de la classification. Je pense notamment au secteur de l'export-contrôle, au secteur douanier, qui ont l'habitude de travailler sur de la classification et de l'ordonnance.
Il va y avoir aussi beaucoup de gouvernance, de sensibilisation, expliquer aux gens les bonnes pratiques. Là, encore une fois, on n'est pas sur de la tech pure, on va être sur des profils qui vont avoir de grandes capacités de communication, des grandes capacités à vulgariser les choses pour les expliquer au plus grand nombre. Et des besoins de coordination. C'est tout simple, mais si on a récupéré un logiciel open source qui est vérolé, si on peut en informer personne, et bien d'autres entreprises, d'autres utilisateurs derrière le réutiliseront et vont être un nouveau compromis. Donc, il va falloir développer des solutions pour partager les retours d'expérience sur les logiciels, sur ce qui a marché, ce qui ne fonctionne pas, et pouvoir voilà, avoir une traçabilité globale de l'ensemble des outils. Ensuite, Juste une petite question pour essayer un truc. Quels sont les meilleurs agréments? alors, les agréments, aujourd'hui, nous, ce qu'on nous demande beaucoup, ça va être les points, les EBIOS, l'analyse de risque, qui va être de la prospective pour comprendre et où peuvent venir les risques et imaginer leur dangerosité, et les normes ISO, qui sont vraiment très demandées aujourd'hui. Donc, je les répète, 27001, il y a l'auditor et implementor, 27002 et 27005. Donc, le point numéro 2, campagne de désinformation avancée. Qui bouge pas. Bon, on est sur la même diapo jusqu'à la fin. Donc, ben là, c'est clairement en lien avec tout ce qu'on entend sur l'IA depuis le début de l'année. Tout le monde a vu la photo du pape en doudoune. Cette semaine, il y a eu une intelligence artificielle a généré une fausse chanson de Drake et de The Weeknd. Il va y avoir de plus en plus de deepfake technologie. Et ça, ben, ça va engendrer aussi des nouveaux métiers. Déjà, il va falloir sensibiliser les utilisateurs finaux, le grand public. Comment reconnaître une image fausse d'une image vraie. Il va aussi falloir faire de la deepfake identification research, donc aller regrouper des analyses autant humaines que techniques pour pouvoir certifier qu'un élément est compromis, a été généré par une IA ou non. Du coup, ce qui va aussi engendrer des métiers dans l'authentification. Donc, l'authentification, on revient sur de la certification. Ça va être à la fois pouvoir analyser l'ensemble des éléments qui vont permettre d'avoir des panels d'outils pour justifier d'une authenticité. Et après, ben, tout ça va découler aussi sur des opportunités dans le domaine juridique. Clairement, c'est du droit à l'image, de la diffamation. Euh, et tout ça, ça existe déjà dans le droit, c'est déjà sensible au droit du numérique, mais ça va devoir aussi incorporer les IA en plus. Alors, l'accroissement de la surveillance digitale et les risques d'autoritarisme qui en découlent. C'est le troisième point. Donc, bah, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a des outils de tracking, des caméras publiques, de la reconnaissance faciale qui peuvent être utilisées par les États ou les entreprises. On ne sait jamais exactement comment ces informations peuvent être utilisées. Elles peuvent aussi être volées par des cybercriminels. Donc là, ça va générer énormément d'enjeux, encore une fois sur la partie juridique, notamment pour les profils RGPD. Aujourd'hui, la RGPD, ça a été le premier maillon, en fait, les racines de cette réflexion et de cette législation sur le respect des données personnelles et leur usage. La RGPD d'aujourd'hui va devoir évoluer pour accompagner les évolutions de demain, surtout autour des enjeux de l'intelligence artificielle. Donc là, il va y avoir beaucoup d'opportunités sur ça, autant dans l'établissement des nouvelles lois que le suivi des jurisprudences et tous les changements de législation que ça va pouvoir amener au niveau européen, au niveau national, au niveau international, et sur les interactions entre les différents pays. On revient aussi sur des sujets de certification. Encore une fois, il faudra pouvoir prouver, justifier que un outil ne va pas utiliser des données de manière frauduleuse. Et ensuite, il va y avoir beaucoup d'analyse de risque, de prévoyance de la menace, s'assurer que ces données ne risquent pas de fuiter et de tomber entre de mauvaises mains. Le point numéro 4, l'erreur humaine et l'exploitation. Alors, on va raccourcir un petit peu, surtout l'exploitation de l'écosystème cyberphysique. Alors, l'écosystème cyberphysique,
Ben, c'est tout simplement l'ensemble des IoT, des smart devices que vous avez tout autour de vous. En 2001, on estimait que chaque personne en moyenne était entourée de 7 smart devices. Et bien entendu, d'ici 2030, on en aura de plus en plus. Le problème de tous ces éléments, c'est qu'ils communiquent les uns avec les autres et que ben, l'utilisateur final a de plus en plus d'outils interconnectés, mais il sait de moins en moins comment ça fonctionne. Donc, c'est pas évident quand on a 7, 8, 10 objets connectés d'être sûr que tout soit à jour en même temps, que tout est contrôlé, que tout est bien suivi. Donc là, il va y avoir aussi beaucoup de travail sur de la gouvernance, sur de la formation du grand public, notamment en utilisant des guidelines pour sécuriser les IoT. Il faudra aussi standardiser, là on va être sur des besoins plus tech, de la standardisation, de la communication et de faire aussi des schémas de certification pour garantir, encore une fois, que ben, son réseau propre, son club personnel, quelque part, peu importe l'ensemble des outils IoT qu'il peut y avoir dessus, va être sécurisé. Ça va aussi rejoindre le security by design, c'est-à-dire que ça, ben, ça existe déjà, mais ça a vraiment tendance à se développer. Intégrer la sécurisation et les process de sécurité au cœur du développement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle technologie. Les attaques ciblées optimisées par les intelligences artificielles, un peu comme bah, les ransomware, par exemple. Aujourd'hui, ben, on l'a vu, la collecte de data, elle est de plus en plus importante et ben, ça commence à rencontrer les intelligences artificielles et l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, au bout d'un moment, ben, tout ça va un petit peu comment dire, s'entrechoquer et ça va amener à avoir plus d'informations et à développer ben, des campagnes de phishing, de mailing qui vont être beaucoup plus ciblées, qui vont pouvoir vous envoyer, là aujourd'hui, ben, vous recevez typiquement le SMS classique, attention, votre CPE est terminé. Donc ça, effectivement, ça parle à tout le monde, mais demain, bah, ça sera beaucoup plus ciblé sur vos achats personnels, votre fréquence d'achat, votre formation, ce que vous faites, et il faudra être beaucoup plus vigilant pour pouvoir analyser le vrai du faux. Pour ça, bah, il va y avoir besoin de nombreux métiers dans la formation, autour du débunkage, ce genre de choses. La sensibilisation aussi du grand public, c'est toujours un sujet qui revient, qui est récurrent. Et il faudra développer des outils d'analyse, des outils de recoupage pour prouver que bah, l'information, la personne qui vous contacte est légitime ou pas. Donc, beaucoup d'outils à développer autour de ça, autant de techniques que sur la partie humaine, beaucoup de guides de sécurité et de plans de redressement, plans de recovery aussi, pour pouvoir bah, rapidement, en cas d'attaque, récupérer ces données, récupérer ces informations, avoir énormément de solutions pour, même si on ne peut pas éviter l'attaque, au moins la rectifier rapidement. Le point numéro 6, le manque d'analyse des infrastructures des objets spatiaux. Alors là, c'est vrai qu'on part directement dans un autre univers, c'est la nouvelle frontière. Dans le domaine spatial, ben, on est passé d'un environnement qui était géré par les entités étatiques et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs privés qui vont dessus. C'est des enjeux colossaux parce que tout aujourd'hui est dirigé par les satellites. Et c'est aujourd'hui, sur les 10 points, peut-être celui sur lequel on a le moins de visibilité de ce qui va se passer, de quels vont être les problèmes. Parce que ça va toucher autant la liaison Terre-Sol que la réparation en direct des différents éléments. Et là, on est dans le flou. Donc, il va y avoir beaucoup de travail de prospection, beaucoup de travail de risk management, de recherche and development, vraiment analyser quelles peuvent être les problématiques pour pouvoir anticiper et éviter le plus de risques possible. Il va y avoir aussi des sujets de coopération internationale, de coopération juridique entre les différents États pour protéger leur souveraineté et leur souveraineté de communication. Et aussi des réponses à incidents, beaucoup de besoins en réponse à incidents rapidement. Donc là, on va être sur du SOC, sur du pentest, qui vont permettre voilà, d'aller chercher tout ça. Donc, c'est des domaines qui vont continuer à être attractifs.
Le point numéro 7, l'émergence des menaces hybrides. Donc là, aujourd'hui, on est surtout sur des attaques qui vont mélanger à la fois de l'attaque humaine et de l'attaque technique, donc du logiciel, et à ça va venir se mêler tout ce qui va être les IA. Donc, encore une fois, on va être sur des problématiques de formation, de sensibilisation aux intelligences artificielles, sur les best practices qu'il faut avoir envers cela. Et beaucoup de sujets sur la gouvernance aussi, encore une fois, sur de la qualité, pour pouvoir certifier euh, que un élément puisse correspondre vraiment et carré par rapport autant à l'aspect IA qu'à l'aspect de sécurisation virtuelle. Donc, il va y avoir beaucoup d'encadrement par rapport à ça, beaucoup de guidelines à développer, beaucoup d'éléments de matière qui vont être à destination du consommateur et de l'utilisateur final de la technologie. Skill Shortage, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. La problématique aujourd'hui, elle va être humaine et elle va être sur la formation des utilisateurs finaux, du grand public, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Encore une fois, on est de plus en plus dans des objets interconnectés et on comprend de moins en moins comment ça marche. Donc, il va y avoir énormément de travail autour de ça. Et encore une fois, l'ENISA a pris les devants sur ce sujet et ils veulent développer de réels programmes d'éducation au niveau national et européen sur la cybersécurité, sur les bonnes pratiques. Donc là, ça va vraiment être des pistes pour les gens qui ont une appétence pédagogue, qui ont envie d'enseigner et de partager. C'est vraiment des opportunités de travail très intéressantes, que ce soit éventuellement pour le grand public ou pour intervenir au sein de sociétés, pour expliquer aux différents salariés, aux différentes équipes, les points sur lesquels ils doivent être vigilants, ce sur quoi ils doivent monter en compétence et en maturité en termes de cybersécurité, et toujours être tenus au courant et en veille de l'évolution des menaces et de l'évolution des enjeux technologiques. Alors, le point numéro 9, c'est un point assez technique, c'est pas le plus facile à vulgariser, mais en gros, on peut se baser sur l'idée des smart cities qui aujourd'hui sont de plus en plus interconnectées. Et tout ce qui va être le transport, la santé, les services de sécurité sont aujourd'hui hyper dépendants des technologies d'information et de communication. Donc, il est possible pour des organisations criminelles d'aller attaquer ce genre de système. Encore une fois, tous ces systèmes vont être interconnectés, vont interagir les uns les autres. Certains seront obsolètes, d'autres sont très modernes. À côté de ça, toutes les technologies d'attaque, de hacking, eux, ils sont à l'avance. Ils ont toujours un coup d'avance et ils pourront utiliser les ordinateurs quantiques, différentes technologies pour essayer de corrompre ces systèmes. Et là, c'est la souveraineté des villes, des régions, des pays qui est mise en danger par rapport à tout ça. Donc là, il va y avoir énormément de travail sur les aspects juridiques et sur les aspects de support opérationnel, de protection technique et toujours, encore une fois, la gouvernance, la formation des personnes. Le dernier point que je trouve très intéressant, c'est la manipulation des IA. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose auquel on avait pensé, vraisemblablement, mais une intelligence artificielle, elle regroupe les informations, elle le retranscrit de manière des fois plus ou moins heureuse, mais qu'est-ce qui nous dit que cette IA, elle-même n'est pas contaminée, elle-même n'est pas vouée à nous donner des mauvaises informations. Et par rapport à ça, comment on s'en prémunit? Typiquement, pour une entreprise qui utiliserait une IA particulière régulièrement, euh, il peut très bien y avoir des organismes malveillants qui peuvent essayer d'affecter cette IA pour, comment dire, toucher le processus de décision et impacter le processus de décision de la société et l'amener à prendre des mauvaises décisions. Donc, il va falloir sécuriser l'IA, entre guillemets, je vais vulgariser, mais pourquoi pas mettre des antivirus sur l'IA et aussi certifier que telle IA est clean, qu'elle n'a pas été contaminée, qu'on n'a pas essayé de la contourner de sa mission première.
Donc là, encore une fois, beaucoup de métiers autour de ça, toujours de la certification, toujours de la recherche et développement pour trouver les failles, du pentest, du SOC sur les parties techniques, et après de la gouvernance, de la sensibilisation auprès des personnes pour leur expliquer, comme vous pouvez avoir sur votre navigateur aujourd'hui, le petit cadenas qui vous dit que vous êtes sur un site sécurisé, il peut y avoir aussi des outils équivalents pour sécuriser une IA et pour prouver que l'IA est bonne. Voilà pour les 10 points. Est-ce qu'on a des questions peut-être? Tout à l'heure, pour revenir sur la formation, alors, si on ne vient pas d'une formation IT ingénieur et qu'on souhaite aller vers des métiers techniques, est-ce que les certifications comme la CCNA ou l'OSCP ou autres peuvent ouvrir des portes ou vaut-il mieux faire une formation de type professionnel? Alors, ça va forcément ouvrir des portes. Ça ne fera pas tout, ça n'ouvrira pas tout. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir aller creuser derrière. Si vraiment votre volonté, c'est de partir sur des métiers techniques, il va falloir se former. Et si vous n'êtes pas du tout issu de cet environnement, se former sur les systèmes d'information, sur leur interaction, sur leur sécurisation. Donc oui, ça sera utile. Et encore une fois, ça sera aussi votre curiosité, votre petit plus que vous pourrez apporter derrière qui pourra faire votre différence, la différence entre votre profil et d'autres, et donner envie aux employeurs de vous accompagner sur cette montée en compétences. Donc, oui, c'est utile parce que au moins ça montre une démarche proactive, mais ça ne fera pas tout. Il faudra continuer à faire, à se former, à s'auto-former. Et encore une fois, tous les enjeux de la cybersécurité nécessiteront automatiquement de la formation et de l'auto-formation parce que les technologies avanceront toujours et il faudra avoir la capacité de constamment rester au plus proche de l'actualité et de ses évolutions. Ensuite, on a une question, à quoi correspond vraiment l'IoT? L'IoT, c'est les objets connectés. Donc l'IoT, ça va être tout. Ça va être votre montre connectée, ça va être la centrale, votre caméra peut-être connectée qui est chez vous. Ça peut être un aquarium aussi que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone. Vous pouvez contrôler vos lumières chez vous. Enfin voilà, toute la domotique, c'est vraiment tous les objets qui vont se connecter à un réseau pour que vous puissiez interagir avec eux. Donc, ça va être de l'objet physique qui peut se débrancher. C'est toutes vos box, toutes les Alexia, ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, il y en a partout, de différentes natures, de différentes origines. Et il y a des besoins voilà, qu'ils aient des langages sécurisés, qu'il n'y ait pas de faille. Il suffit qu'il y en ait un qui soit compromis pour que ce soit un réel point d'entrée dans le réseau. Et pour revenir du coup sur le deuxième point, là, les IA, quelle forme d'IA doit-on connaître? À quel degré d'approfondissement? Y a-t-il des bonnes adaptations mises à jour de sécurisation par rapport aux innovations? Alors aujourd'hui, l'IA, c'est très très frais, hein. Ça a explosé, le sujet a explosé depuis auprès du grand public depuis janvier. Et tous les besoins, encore une fois, on ne peut pas. Il faut anticiper, il faut réussir à être visionnaire sur ces sujets. Tous les jours, il y a des nouvelles IA qui sortent. On connaît les plus connus, mais il y en a énormément. Et il faudra être extrêmement vigilant par rapport à ces sujets. Savoir si on en utilise une bonne ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil de certification des IA. Donc, c'est clairement un enjeu pour le web de demain. Est-ce que tu as des IA du coup à conseiller? Non, je ne me permettrai absolument pas de conseiller d'IA. J'estime que c'est un outil hyper utile. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de recul sur les différents outils pour que moi, je me permette d'en suggérer une plutôt qu'une autre. On est bon. Toutes les questions. OK. Donc voilà, écoutez, en conclusion, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre maintenant. Pour finir un peu sur cette présentation, on a pu voir que les enjeux vraiment cybersec, ça va être sur tout ce qui va être la supply, l'intelligence artificielle, les IoT, la liberté individuelle. Il va y avoir énormément de besoins de classification, de normalisation, d'encadrement, de besoins juridiques, de besoins de recherche et développement.
d'analyse des risques. Donc, on va vraiment être sur des profils très variés. C'est aussi des domaines passionnants parce que il y a ce petit côté enquêteur à aller chercher, essayer d'anticiper quelle sera la problématique de demain, essayer d'avoir l'envie d'avoir un coup d'avance par rapport aux cybercriminels, aux hackers, à toutes les personnes qui vont faire, ou toutes les entités qui peuvent faire des attaques. C'est des métiers où il faut être visionnaire, où il faut être proactif et constamment se remettre en question pour évoluer, suivre les technologies, suivre les différents environnements. Donc, et encore une fois, c'est un univers où vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités de travail à venir. On a juste une petite question. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par outil de certification des IA? Il faudra un jour proposer en fait des systèmes qui vont pouvoir certifier que qu'une IA ou une autre, ça rejoint le 10e point, qui parlait du fait que aujourd'hui on fait une pleine confiance aux IA, beaucoup d'étudiants les utilisent, mais on n'est pas à l'abri que demain il y ait quelqu'un qui vienne et qui aille corrompre une IA, ou même qu'une IA, en allant chercher des infos, finisse par se corrompre elle-même. Euh, donc, il va falloir aussi encadrer, pouvoir avoir peut-être des outils qui vont certifier qu'une IA n'a pas été manipulée ou a été, toutes les informations qui ont été rentrées dedans ont été sourcées, on en connaît l'origine et on connaît les auteurs qui peuvent les avoir développés, avoir des listings. Encore une fois, c'est pareil, ça, pour la certification, ça va rejoindre la classification. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gros besoins de lister pour une IA où est-ce qu'elle va aller pomper toutes les données, comment est-ce qu'elle va les recouper pour voir après, via ce listing, peut-être avec des outils européens qui vont permettre de suivre si un outil est vérolé ou pas. Donc, avoir sur cette base et ce référentiel l'ensemble des points. Si on envoie un qui est vérolé, faire remonter une information à tout le monde pour dire que tel ou tel IA ou tel outil peut avoir été contaminé. On a une super question intéressante. Pour trouver un travail dans la cybersécurité, est-ce qu'il faut mieux postuler sur LinkedIn ou sur des plateformes dédiées? Très bonne question. Alors, qu'est-ce que vous entendez la question? C'est les plateformes dédiées, c'est-à-dire des sites, si on parle de sites autour de la cybersécurité, ça peut être intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il faut exclure aucune piste parce que certains employeurs, certaines sociétés vont privilégier LinkedIn, d'autres employeurs vont privilégier des sites dédiés. Ça va dépendre vraiment de l'interlocuteur final. Donc, je pense qu'il faut se fermer aucune porte par rapport à ça. Par contre, ce qui sera important, et c'est ce qu'on peut reprocher. Alors, je sais qu'aujourd'hui, la lettre de motivation est morte, et moi-même, dans mon travail au quotidien, c'est pas quelque chose auquel je suis très attentif. Mais je pense que dans tous les cas, dans votre manière de contacter les employeurs, il sera très important que vous précisiez en amont ce que vous mettez en place. Alors, ça peut rentrer dans votre CV ou peut-être un petit texte annexe, mais pour montrer ce que vous mettez en place pour monter en compétence sur la cybersec et pour montrer la logique d'évolution entre votre parcours et votre objectif aujourd'hui d'aller sur la cybersec. C'est la grosse problématique, la grosse question que vont se poser les employeurs. Donc, c'est vraiment un sujet à déminer. Quand ils vont voir votre CV, ils vont se dire, pourquoi cette personne aujourd'hui, elle veut faire de la cybersec et qu'est-ce qu'elle a mis en place pour aller dans ce domaine. Donc, si vous pouvez, faut pas faire un roman, deux, trois lignes, petit truc qui leur fasse comprendre ça dans votre envoi de message, peu importe le support, ça sera toujours une chance de plus de pouvoir décrocher l'entretien. Et ensuite, on a le développement des IA dans les entreprises pourrait-il amener plus d'ouverture de postes dans les services contentieux? Oui, clairement. Clairement, les IA vont amener de la création de postes, de la création de besoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de peur en se disant que effectivement, ça va détruire des postes, mais ça va créer beaucoup de nouveaux métiers autour de ça, notamment au sein des services juridiques dans les entreprises, dans les services techniques également. Donc oui, pour protéger et encadrer l'IA, il va y avoir forcément des créations de postes autour de ça. Donc pour parler de la formation de la cyber, quelle formation aborder et quelles sont les amorces, par quelle expérience commencer? Tout dépend de ce que vous voulez faire.
Si vous êtes un profil juridique, si vous voulez partir sur les ISO, si vous voulez partir sur de la certification, si vous voulez faire de la formation, de la gouvernance ou des postes de security business partner, par exemple, qui au sein d'un projet vont vous amener à interagir avec l'ensemble des intervenants pour les faire gagner en maturité en cybersec. Donc, ça a vraiment l'important, c'est vraiment que d'abord, vous planifiez, vous prépariez votre projet professionnel autour de la cybersécurité, tout en gardant les chakras ouverts. Parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui évolue, c'est un sujet qui change. Donc, ayez une vision globale de la cybersec avec l'objectif d'où vous voulez aller. Comme ça, vous pouvez avoir un discours clair et trouver les formations les plus adaptées, tout en restant ouvert sur les évolutions de votre secteur. Après, on ne l'a pas forcément évoqué, mais si vous voulez rester, vous êtes un profil qui est dans la pharma, dans la grande distribution, peu importe le secteur, c'est toujours aussi très intéressant de se former sur la cybersécurité pour ramener cette compétence en plus à votre profil, à votre parcours. Et ça vous aidera à un moment ou à un autre pour monter en compétence sur des sujets d'interaction, sur des sujets sur l'IT. Il y aura toujours des problématiques de communication avec des sources extérieures. Et ce vernis cyber fera clairement un plus, même si vous voulez rester sur un domaine très spécifique. C'est bon. On est bon sur les questions? Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. Donc, comme vous pouvez le voir, le prochain webinaire sera animé par Anouk et Sophie sur savoir dire non pour les solopreneurs pour réussir. Donc, c'est Bill Gates d'ailleurs qui disait ça à son associé tous les matins. Il arrivait en lui demandant combien de fois il avait dit non la veille. Donc, il faut savoir dire non pour pouvoir avancer sur certains projets. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez même nous envoyer les liens et on pourra y répondre par la suite. Et si vous avez envie d'anticiper un projet autour de la cybersec, vous pouvez nous envoyer, nous contacter, que ce soit moi ou Réseau Tech directement, et on pourra au cas par cas étudier votre projet et essayer de vous orienter le mieux possible. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end et peut-être un prochain webinaire.